Hey, salut! Fait que là, on est Big Bang Radio, une radio étudiante dans laquelle on fait des podcasts. Et là, cette semaine, on en fait tous les jours avec le Festival du cinéma et on commence en grand avec Samian. Salut la gang, c'est Big Bang Radio dans les ondes du Festival du cinéma en compagnie de Zoé? Vanek? Xavier. Aujourd'hui, on va recevoir un invité très spécial, auteur, compositeur, rappeur, interprète, photographe, puis aussi acteur, Samian. Salut Samian. Salut, bon matin. Bon matin! Ça va? Ça va super bien, vous autres? Ouais. Ouais. Très bien. Fait que on va commencer par notre première question. Nous autres, on se posait une question. C'est que toi, là, c'est d'où tu viens? C'est quoi tes origines? Moi, je viens de Picogan, pas très loin d'ici. C'est 1 heure à peu près d'ici. C'est une toute petite communauté algonquine. J'ai grandi là. J'ai grandi ici en Abitibi. J'ai grandi à Picogan jusqu'à l'âge de 12 ans. Avec ma mère, mes 2 sœurs, et puis voilà. Mais après, c'est ça, j'ai quitté à l'âge de 12 ans. Je suis allé vivre à Sherbrooke. J'ai vécu un peu partout au Québec, et puis je suis revenu en Abitibi quand j'ai commencé justement à faire de la musique, début Ok. des années 2000. Ouais. C'est le fun, ça. Fait que D'ailleurs, d'où te vient la passion pour le rap, la musique, etc.? Ben, vous avez quel âge, vous autres, environ? 12 ans. 12 ans, tu Ouais. vois? J'ai commencé à écrire à l'âge de 12 ans. Tu sais, plus jeune, quand j'étais tu sais, vraiment plus jeune, je parlais pas beaucoup. J'étais très introverti, très timide. J'avais beaucoup de misère à m'exprimer et tout. Puis, à l'âge de 12 ans, quand on a quitté Picogan pour la première fois, on est allé vivre à Sherbrooke. C'est là que je me suis mis à écrire. C'est là que j'ai commencé à écrire de la poésie, à vouloir m'exprimer, à vouloir exister, je crois. C'était surtout ça à la base, d'être capable de dire mon opinion, d'être capable de dire ce que je ressentais le plus. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais la passion vraiment là, de faire de la musique, c'est qu'à un moment donné, plus tard, vers 15 ans à peu près, j'ai quitté l'école. J'ai quitté l'école très jeune, j'avais lâché l'école. J'avais beaucoup de misère à comprendre ce que l'école me demandait de faire Ok, dans le ouais. cadre. Quand je suis arrivé au secondaire, c'était aujourd'hui, à l'époque plutôt, on m'aurait probablement diagnostiqué des trucs de déficit d'attention, des choses comme ça, mais euh, puis à un moment donné, je suis retourné à l'école. Je suis retourné à l'école des adultes pour terminer mon secondaire parce que je voulais aller faire un DEP en hôtellerie. J'adore cuisiner, j'ai fait beaucoup je fais beaucoup de cuisine, mais et en retournant à l'école, quand tu retournes à l'école des adultes, pour ceux qui décrochent, on te fait faire des examens pour savoir t'es rendu où à peu près en mathématiques, en français et tout. Et j'ai fait une composition en français où la professeure me donnait 0 sur 100. Oh. Et je me demandais encore une fois où est-ce que j'échouais, où est-ce que j'avais de la difficulté. Puis la professeure me disait, mais elle dit, dans un établissement scolaire, on te demande de respecter certaines règles d'un texte, d'une composition, et puis de me dire, il faut que tu respectes ton introduction, ton développement, ta conclusion. Et moi, je me souviens, j'avais dit à ma professeure, j'ai dit, ouais, mais moi, j'ai 2 couplets, j'ai un refrain, et moi, j'écrivais des chansons. OK. Et c'était comme ça à l'école que j'arrivais à comprendre. Et je savais en fait que je devais travailler 4 fois plus fort que les autres étudiants pour avoir des bonnes notes. Et cette professeure-là, avec ma sœur, finalement m'ont inscrit dans un concours de poèmes. Et j'ai gagné le premier prix du concours Oh, de wow. poèmes. Et c'est comme ça que j'ai su que j'allais faire de la musique dans la vie. Et surtout jouer avec les mots et travailler avec la poésie. Et c'est comme ça que c'est arrivé. OK, c'est cool ça. Fait que toi, tu dis que fait que t'as eu une passion pour le rap quand même assez. Ben, pour le rap. Pour les chansons quand même assez jeune. Ben, beaucoup pour à la base, c'était surtout le spoken word, le slam. Tu sais, c'était vraiment ça le fait de jouer avec les mots, le fait de. Et moi, c'est quand j'ai vu un film qui s'appelle Shackletown. C'est l'histoire d'un jeune je m'identifiais beaucoup à lui parce qu'on avait un peu le même parcours, mais il est un peu délinquant, tu sais, de son temps à lui, comme pour moi dans une autre vie. Mais finalement, il se ramasse en prison. Et en Oh. prison, il se met à étudier la poésie. Et il y a une école à la prison dans laquelle il va, on parle du film, là, du personnage, là. Et
il se met à découvrir la poésie, il se met à jouer avec les mots comme ça. Et quand je me suis mis à entendre ça, j'ai fait comme, OK, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Et comme ça que j'ai commencé à peaufiner mon écriture. Puis, là, aujourd'hui, ça fait 26 ans que j'écris. Et c'est vraiment, c'est des petits moments comme ça qui m'ont inspiré, puis qui m'ont dit, OK, que je pouvais le faire. Et c'est de fil en aiguille comme ça que j'ai commencé à peaufiner mon écriture. Et c'est devenu du rap un jour, mais c'était d'abord et avant tout du slam que j'étais le plus proche. Puis souvent, je suis trop slam pour les rappeurs et je suis trop rappeur pour les slammeurs. Fait que je suis toujours au centre. Je fais des albums de rap, puis quand j'arrive sur scène, je fais du slam ou des fois je mélange les deux, mais c'est ça, c'est toujours la ligne est mince entre les deux styles. Ouais. L'année passée, en 6e année, avec la chanson que tu avais fait avec Another J, les mots, on l'avait tout appris par cœur, puis là, il fallait... Et c'est avec ça qu'on a appris la poésie. C'est vrai? Ouais. Wow! Ben, c'est fascinant. Moi, je trouve ça fascinant de voir que... Ben, aujourd'hui, je suis conscient de ça, mais il y a plusieurs textes qui sont dans les manuels scolaires, qui sont étudiés même en 6e année, mais à tous les niveaux secondaires, secondaire 1, secondaire 5. Et ça arrive des fois que je croise mais en fait, à un moment donné, j'étais dans le métro à Montréal et il y a un jeune de secondaire 4 qui arrêtait pas de me regarder dans le métro. Puis à un moment donné, il s'est levé, il est venu me voir, puis il m'a dit « C'est drôle de te croiser. » Il dit « Notre examen de fin d'année, il était surtout à l'école. » Et c'était un examen d'histoire et il m'a sorti son manuel d'histoire pour le signer. Et, il y avait ma photo avec un texte sur le plan Nord que j'avais écrit. Et à ma gauche, il y avait une photo de Barack Obama avec un petit discours. Et à ma droite, il y avait une photo de Martin Luther King avec un petit discours. Et j'ai pas dormi de la nuit. J'ai vraiment fait de l'insomnie. J'avais de la misère à réaliser que ça pouvait arriver. Qu'un de mes textes se retrouve dans un manuel scolaire de niveau scolaire que j'étais même pas allé avant de décrocher l'école. Et quand je retournais à l'école des adultes pour terminer mon secondaire, on me donnait 0 sur 100 parce que j'étais pas bon en composition de texte. Mais tout ça est vraiment... C'est ironique, en fait, mais c'est peut-être même paradoxal, mais en même temps, je réalisais qu'il y a plusieurs formes d'éducation, il y a plusieurs façons d'apprendre les choses, il y a plusieurs... et c'est ça, je réalisais que j'étais vraiment différent. Ouais. Puis, quand je me retrouvais à votre âge dans des groupes, à l'école, je savais que j'étais toujours le gars le plus différent de tout le monde, puis qui devait travailler plus fort pour avoir les notes que les autres avaient. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est des choses qui peuvent être un désavantage quand on est à l'école, mais qui peuvent être un avantage dans d'autres choses. Par exemple, si je me retrouve dans un studio de doublage en cinéma, par exemple, je fais de la voix aussi pour des films, des versions anglaises qu'on fait en version française. Et puis, quand on se retrouve dans des situations comme ça, on doit lire une bande rythmo qui passe à l'écran. On doit lire les lèvres du comédien à l'écran et on doit jouer en même temps. Et ça, mon cerveau est capable de s'adapter à ça. Peut faire 3 choses en même temps. Oh, wow. Mais puis je réalisais qu'à l'école, j'étais comme ça aussi. J'apprenais, le prof parlait et mon cerveau, mon esprit était ailleurs, était en train de composer un texte, mais je comprenais ce qu'il me disait, je comprenais ce que j'étais en train de faire aussi, puis j'étais capable d'écrire autre chose en même temps. Oui. Fait que c'est ça. Je pense que tout le monde apprend à son rythme, à sa façon. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on demande beaucoup, surtout à votre âge, j'ai l'impression qu'on vous demande, en fait, on vous met dans une classe, on vous demande d'apprendre au même rythme, à la même vitesse et de la même façon parce que vous allez avoir un examen le même jour à la même heure, Oui. Ce qui en soi est impossible. Je pense que vous avez tout à votre façon et c'est comme ça que j'ai compris qu'en étant différent, ça pouvait être un avantage, puis ça pouvait être une force. Parce que je fais des conférences aussi avec des gens dans les écoles, puis je réalise que beaucoup ont des sentiments d'infériorité parce qu'ils se disent « moi, je suis différent » ou les gens pensent que je suis différent ou des choses comme ça, alors que faut comprendre que souvent, c'est l'inverse. Souvent, c'est un avantage que vous avez d'être différent. Souvent, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire une différence un jour avec cette capacité-là.
Donc, c'est d'être capable de tout prendre ça en avantage. Puis, je pense que c'est comme ça que la poésie est née. C'est comme ça que j'ai commencé à vouloir faire carrière, puis de foncer dans la musique. Ça a vraiment été avec cette différence-là que j'avais avec les autres. Ouais. Mais en même temps, quand tu disais qu'il y a plusieurs façons d'apprendre les choses, aussi la musique en est une bonne. Il y a tout le temps dans les chansons quelque chose que le chanteur veut te faire apprendre, puis il y a tout le temps une histoire. Mm-hmm. Ouais, puis j'aime ça parce que j'apporte des propos peut-être qui sont justement encore une fois différents. J'apporte des propos que, tu sais, de parler de la loi sur les Indiens, par exemple, de parler de la réalité sur les réserves indiennes, de parler sur la majorité des gens au Québec. Tu sais, quand j'ai commencé il y a 15 ans, les gens ignoraient totalement de quoi je parlais. Et c'en est une belle forme d'éducation. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des conférences aussi dans les écoles pour expliquer aux plus jeunes ce que c'est quoi vivre sur une réserve, c'est quoi être autochtone aujourd'hui. Et dans l'imaginaire collectif, les gens, des fois, ils comprennent pas ou il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de choses qu'on entend de nos parents, de nos grands-parents, puis mais les temps changent. Puis, et c'est ça que j'ai toujours voulu apporter en musique. C'est je ne sais pas que c'est une forme d'éducation, mais je veux dire, à ma façon, je pense que j'essaie de conscientiser peut-être des gens à aller réfléchir à une autre réalité, à se poser plus de questions que ce qu'on voit à la surface. Puis c'est ça. J'ai sorti un album cet été, puis il y a des journalistes avec qui je parlais qui avaient réécouté mon premier album d'il y a 15 ans, puis ils étaient comme, OK, ce que tu disais il y a 15 ans, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aujourd'hui en 2021 avec ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan, par exemple, avec la découverte des enfants dans les pensionnats autochtones. Fait, j'en parlais il y a 15 ans, puis les gens aujourd'hui sont comme, ah, OK, on prend conscience que c'est réel finalement. Fait que oui, je pense que il y a plusieurs formes d'éducation à travers la musique. OK, ben, moi, je vais reprendre la question. Ouais. Pourquoi ton nom d'artiste, c'est Samian? C'est tellement simple, en fait. Samian, c'est comment on prononce Samuel en algonquin. Mon prénom, c'est Samuel. Sur mon certificat de naissance, c'est Samuel Tremblay. Mais ma grand-mère, du côté de ma mère, ma famille est algonquine, il y a 13 lettres en algonquin. Donc, il n'y a pas de U, il n'y a pas de L. Il y a 13 lettres? Il y a 13 lettres dans la langue algonquine. Donc, il y a la prononciation de Samuel se prononce Samian. Et quand j'étais à l'école primaire à Picogan, sur la réserve, ma professeure d'algonquin, Molly Kistabich, que je salue, m'appelait comme ça des fois. Elle m'appelait Samian. Mon arrière-grand-mère disait Samian. Et un des spectacles, dans mes premiers spectacles que j'avais fait il y a une vingtaine d'années, c'était ma professeure d'algonquin qui me présentait sur scène. Et elle me présentait comme ça. Elle a dit, je vous présente Samian. Et j'ai jamais cherché plus loin de vouloir me trouver un nom de scène. Il y a beaucoup d'MC dans le rap qui se trouvent un nom d'MC, mais pour moi, c'était pas ça. Pour moi, c'était juste Samian, c'était mon prénom, en fait. C'est comme ça que c'est. Fait que ton nom, en fait, c'est toi. C'est pas un nom d'artiste. Ben, c'est ton nom, mais... C'est devenu pour plusieurs, je pense, un nom d'artiste, un nom de scène, mais c'est le nom que j'utilise publiquement ou sur mes albums. Et c'est toujours resté Samian, mais on peut très bien dire Samian Tremblay, comme on peut très bien dire Samuel Tremblay. Et tous les petits Samuel que je rencontre, souvent je leur dis, tu t'appelles Samian. Et je rencontre des enfants, des fois, ou pas juste des enfants, des jeunes j'ai commencé il y a 15 ans, fait il y a des couples qui se sont formés dans des concerts que je faisais, ils ont eu un enfant, puis ils l'ont appelé Samian. Il y a tout ça qui est vraiment spécial. Oh my God! C'est pas commun comme prénom, mais je rencontre des fois des gens qui me disent « Hey, salut, je m'appelle Samian parce que mes parents, ils t'aiment bien, puis ou ils t'ont conçu sur ma musique, ou peu importe. » C'est comme, j'entends toutes sortes d'histoires sur des petits Samian, puis c'est vraiment drôle. C'est vraiment ça. Ouais. C'est là qu'on voit. Et toi, aujourd'hui, est-ce qu'il t'appelle plus Samian ou Samuel? Sam, tu sais, moi, je pense que Sam reste le plus commun pour ceux qui me connaissent bien, mais tu sais, je pense que
mes sœurs, ma mère, par exemple, ma famille. Non, c'est vraiment partagé. Les gens vont m'appeler Samuel, vont m'appeler Samian ou Sam. OK. Pour moi, il n'y a pas de différence. OK. Il n'y a aucune différence entre Samuel et Samian. C'est vraiment la même. C'est le même nom. C'est juste une question de prononciation, en fait. Ok, ouais. C'est juste une question de langue. Puis Exactement. Donc, vu qu'il y a 13 lettres en algonquin, c'est le A et le N à la fin. Donc, en français, il y a le U et le L. C'est vraiment... les traductions c'est ce qui fait une grande différence. Ouais. Maintenant qu'on te connaît mieux, toi ici, tu viens présenter un film, L'Inhumain. Puis ton film, il va être présenté quand et à quelle heure? Dans 2 heures. Il va être présenté à 13h30 cet après-midi. Oh! Ouais, moi, je ne l'ai rien vu encore. C'est la première fois que je le vois. Donc, je suis un peu stressé en ce moment. J'ai vu, Jason m'a quand même montré la bande-annonce, qui est vraiment géniale. Je suis vraiment content d'avoir pu voir Mais la bande-annonce n'a pas été dévoilée encore parce que le film va être en salle seulement au printemps prochain. Oh! Donc, en ce moment, c'est la première fois qu'on le présente. Après, ça, il va y avoir d'autres festivals. Mais, fait que c'est ça. Ouais, L'Inhumain qui est présenté à 13h30, Terre du Cuivre. Ouais. Puis tu jouais quel rôle dans le film? Je joue le personnage qui s'appelle Mathieu, qui est un neurochirurgien. C'est Jason, le réalisateur, Jason Brennan, s'est vraiment inspiré de son histoire à lui. Ça a été tourné dans sa communauté aussi, à Kitigan-Zibi, près de Maniwaki. On a tourné à Montréal aussi. Mais c'est l'histoire de Mathieu qui fait face à ses démons, fait vraiment face à ses... comment dire? En fait, il doit retourner dans sa communauté. Il apprend que son père est décédé et puis il a refait sa vie à Montréal et tout. Bon, une belle carrière, il est marié, des enfants et tout, mais à un moment donné, c'est ça, il doit retourner dans sa communauté pour aller porter les cendres de son père sur leur territoire. Et en faisant tout ça, ben, Mathieu se retrouve face à tous ces démons, à tout ce qu'il a pu vivre quand il était enfant. Et c'est là que on parle d'une créature, on parle de la légende du Wendigo, en fait, et qui est... C'est quoi ça, la légende du Wendigo? La légende du Wendigo, c'est une écoute, c'est une légende millénaire chez les Algonquins, typiquement, en fait, mais chez beaucoup de peuples autochtones, qui est une créature mi-humaine, mi-animale. Okay. On parle aussi, beaucoup ont parlé de cannibalisme, beaucoup ont parlé d'esprit, de comment elle peut se manifester, en fait. Et ce que je trouve intéressant dans l'Inhumain, c'est que Jason a choisi de montrer la créature. Il y a des gens qui peuvent faire des films là-dessus. C'est très touché de faire un film là-dessus parce que des fois, tu peux la présenter sous forme d'esprit ou est-ce que tu la vois pas nécessairement, mais on peut parler d'une présence. Et donc, c'est ça. Quand Mathieu était enfant, il y a je sais pas si je peux aller là dans la discussion. Je sais pas si je peux en dire trop, ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai pas le droit de dire. Je suis vraiment pourri là-dedans, honnêtement. Mais Mathieu retourne dans sa communauté, retourne pour porter les cendres de son père et vraiment, cette créature-là se manifeste à un moment de sa vie où est-ce que il doit vraiment faire face à beaucoup de ses démons et puis à ses faiblesses surtout. C'est ça qui est intéressant de cette créature-là. Elle va vraiment t'attaquer d'une façon là où tu es le plus vulnérable, là où tu es le plus faible. Et le personnage, ben, c'est ça, on les découvre en fait assez rapidement, tout ce qu'il peut avoir comme faille. Et la créature, ça devient une chasse à l'homme finalement vraiment intéressante. Donc, on est vraiment dans un thriller psychologique. Wow. Limite film d'horreur, mais on est plus dans un thriller psychologique. Mais comment la créature elle a été représentée dans le film? Écoute, Le maquillage? oui, beaucoup de maquillage, beaucoup d'effets spéciaux. Le film a bénéficié des fonds Mills là, pour tout faire les effets spéciaux, ce qui est énorme. Mais il y a quand même des créateurs qui ont fait la créature. Donc, elle qui est à l'intérieur du costume, c'est une contorsionniste du Cirque du Soleil qui est à l'intérieur, qui joue la créature. Donc, toute la manière qu'elle est capable de se démembrer, la manière qu'elle est capable de jouer, de courir,
Ça fait peur. Honnêtement, moi, quand je devais courir en forêt, puis que je me revirais, tu sais, on tournait, puis je me revirais de bord, je voyais la créature qui me courait après. Sincèrement, je courais pour vrai. Et c'est vraiment impressionnant. C'est là qu'on voit la force du cinéma. C'est le fun de faire du cinéma. Mais quand tu peux entrer dans des zones comme ça, où tu peux aller pousser un peu plus loin, c'est rare au Québec que ce genre de film-là se fait. Je pense que Robin Aubert le fait avec le film Les Affamés, qui a vraiment été un succès. Mais c'est ça. Je pense que les films de genre vont commencer à avoir plus de place sur nos écrans. Ouais. Fait que toi, là, t'as fait aussi un autre film. Ça s'appelait Hochelaga Terre des Hommes. Ouais. Tu jouais je me Un souviens. archéologue. Un archéologue universitaire. Ouais. Puis toi, je pense que tu jouais une autre nation. Là. Tu étais un Mohawk, je crois. Exact. Ouais. Ouais. Puis toi, t'es algonquin. Mais ça fait quoi de jouer comme un rôle d'une autre nation dans un film? Ben, c'était la première question que François Girard, le réalisateur, me posait. Il me dit, est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu vois un inconvénient à jouer une autre nation, justement, un personnage qui est métis Mohawk et non métis algonquin? Mais pour moi, non, c'était pas... il n'y avait rien d'offensant là-dedans. Je sais qu'on est beaucoup dans des discussions aujourd'hui d'appropriation culturelle et toutes ces choses-là, mais je pense que la fiction reste de la fiction, mais tu sais, Hochelaga, Terre des Hommes est une fiction qui frôle la réalité aussi. Donc, pour moi, en fait, de raconter cette histoire-là, tu sais, François Girard a écrit vraiment un magnifique film là, par rapport à ça, par rapport à la découverte archéologique du village d'Hochelaga qui était à Montréal, que les Iroquois étaient là. Fait que, non, pour moi, c'est ça. Je trouvais pas ça offensant. Au contraire, je trouvais ça... ça allait de soi. Pour moi, c'était normal. Je me souviens que Fabienne Larouche m'avait déjà fait jouer un arabe dans 30 vies, par exemple. Puis, tu sais, aujourd'hui, je pourrais pas le faire. Tu sais, je pourrais plus faire ce genre de choses-là, mais ça arrivait souvent il y a quelques années qu'on pouvait jouer. Des fois, on me demande, en fait, si je suis arabe, on me demande si je suis italien, si je suis latino, si c'est... Fait que, tu sais, déjà, les gens me parlent dans la rue, des fois, dans des langues complètement que je connais pas. Fait on me pose la question. Les gens savent, des fois, que je suis métissé, mais ils savent pas de où exactement. Fait que ça passe. Ouais. Donc, j'imagine que c'est pas la première fois que tu es en festival du cinéma. Es-tu venu avec Hochelaga? Oui, on est venu présenter Hochelaga il y a 2018, je pense. Ouais, en 2018. Mais L'Inhumain, c'est mon 6e. C'est le 6e long métrage que je joue comme acteur. Ouais. Mais c'est la 2e fois que je viens au festival. Est-ce que dans les 6, c'était le premier que tu fais avec la COVID? 2. On a tourné Bootlegger, qui est en ce moment même au cinéma, et L'Inhumain. On a tourné ça la même année, ouais. En Ok. mode que... Ah non, excuse-moi, oui, t'as raison. Bootlegger, on l'a tourné juste avant la pandémie. On a terminé 1 mois avant la pandémie, puis on a tourné L'Inhumain en pleine pandémie, ouais. Est-ce qu'il y a... j'imagine que c'était différent, là? Il y avait des adaptations à faire? Beaucoup. Sur un plateau de tournage? Ouais, ça commence à changer. J'ai terminé un autre tournage la semaine dernière sur une série. 2 séries, en fait, mais une série de 6 épisodes. Mais là, c'était... Tu sais, tout le monde s'adapte. Tu sais. Je pense que le fait d'être vacciné, le fait de ces choses-là changent sur les plateaux. Mais l'Inhumain, on était encore vraiment dans des zones strictes, là, tu sais. Même que de voir la créature avec un masque, ça devenait quasiment une blague. Ça devenait quasiment... mais c'est ça, il fallait jouer... c'est des scènes... ouais, s'il y a des scènes de rapprochement, par exemple comme Mathieu, une scène avec sa femme, ben là, c'est quand la caméra, elle est sur Véronique, par exemple, ben, moi, je porte les lunettes, le masque pour donner la réplique. Il faut tout réadapter. Faut tout réadapter la mise en scène, en fait, des plans de caméra, de la distance qu'on peut avoir quand on a un dialogue, toutes ces choses-là. Mais c'est un beau défi. Ça a été un beau défi. Je pense que là, ça change avec la vaccination et comment les choses évoluent. Mais ouais, c'était spécial.
Ce qui a dû être le plus dur, ça a dû être genre mettre 2 acteurs proches parce que là, il fallait sûrement Ouais. faire, admettons, un test COVID ou je sais pas. Il n'y avait pas de test COVID. Les gros plateaux américains, plus, ouais, je pense qu'ils sont testés 2 ou 3 fois par semaine Oh boy. sur les plateaux, surtout les Américains qui venaient tourner à Montréal ou à Vancouver. Ça, il y avait plusieurs tests, mais nous, on n'était pas testés, mais on avait des zones à respecter. Parce que je tournais un documentaire en même temps, dans les mêmes périodes, en fait. Et en documentaire, on était dans ce qu'on appelle des zones 2. Il fallait rester à 2 mètres des gens et tout, avec des masques et tout, mais sauf à l'écran, évidemment. Et quand on rentrait dans des tournages de fiction, en série ou en long métrage, là, on tombait dans des zones 1. Mais on ne pouvait pas tourner d'une zone 1 à une autre zone 1. J'aurais pas pu tourner sur 2 films en même temps. Il aurait fallu respecter 7 jours à la maison, puis pour pouvoir aller sur un autre plateau. Fait que ça, c'était plus complexe à respecter. C'est sûr que ça a apporté beaucoup de complications, la COVID. Là. Ouais. Ben surtout, tu sais, c'est dans tous les domaines. Je veux dire, oui, les domaines de tournage, ça a été affecté. En musique, tu sais, en tant que musicien, moi, il n'y avait plus de concerts. C'était fini. Ouais, là. ça. Et j'ai le privilège de faire du cinéma, j'ai le privilège de faire de la télé. Donc, je pouvais faire autre chose. Mais ceux qui font que de la musique, puis que pendant 2 ans, pas de festival, tu peux pas jouer sur scène, là, ça devient compliqué. Et ça a été comme ça dans tous les domaines, même pour vous autres à l'école, je veux dire, ça a été... Porter le masque en classe aussi. Exact. Fallait demander au coéquipier à côté, est-ce que je peux boire de l'eau pour être sûr que lui a son masque? Puis tout. Fait que c'est ça. Tous les domaines, en éducation, imaginez le système de la santé, je veux dire, c'est hallucinant, je veux dire, tous les domaines qui ont été affectés par la pandémie, mais ça a chamboulé tous les milieux. Vraiment, vraiment tous les milieux. Fait que, honnêtement, de pouvoir faire des films, de pouvoir faire, ça a été un privilège, de pouvoir continuer. Et on était très reconnaissants d'être sur des plateaux de tournage malgré la situation mondiale. Fait que, on n'était vraiment pas à plaindre. Là. Ouais. Et dans le bye-bye, là, ça disait qu'eux, il y avait 15 minutes pour pouvoir faire des scènes où est-ce que 2 personnes se rapprochaient, genre. Ouais. Et c'est comme ça que ça fonctionnait, pas plus. 15 minutes top chrono. Il y a même quelqu'un sur les plateaux qui est toujours avec sa boîte de masque, qui toujours vient changer ton masque à tous les 3 heures, je crois. Puis, et quand il y a des scènes dans l'Inhumain, par exemple, Mathieu a une maîtresse. Et un soir, se va chez sa maîtresse et puis c'est ça. On avait 15 minutes pour être proche et c'est top chrono. Donc, il y a quelqu'un qui est là avec son chronomètre et après ça, c'est coupé. On remet tout de suite masque et lunettes. Mais c'est quand même étrange parce que tu sais, souvent entre les scènes, je veux dire, comme là, on tournait dernièrement une série, on est 8 personnages principaux. Donc, tu sais, il y a Luc Picard, il y a Caroline Davernas, Rémi-Pierre Paquin. Fait que, tu sais, entre les scènes, nous, on veut juste être ensemble, on veut juste jaser. Puis, mais c'est ça, je pense que l'année passée, c'est des choses qui étaient impossibles. Tu remettais ton masque, tes lunettes, puis tu gardais des distances. Fait que c'est quand même difficile de pas pouvoir échanger avec personne quand tu es en tournage. Puis ça, c'est des choses qui commencent à changer. Oui, on met nos masques, puis on est capable d'être ensemble, de manger ensemble, Mais là, il fallait manger tout seul dans nos loges, puis c'était vraiment particulier. Ouais. Quel autre film présenté au festival as-tu hâte de voir? Écoute, je peux pas rester. Moi, c'est ça, je reste pas pour le festival, en fait. Je fais vraiment un aller-retour. Le fait que je suis pas ici je suis pas là pour le week-end. Fait que je suis arrivé hier soir. Fait que j'étais même pas là pour le film d'ouverture que j'aurais bien aimé voir. Mais je pense que je vais pouvoir me rattraper. C'est ça qui est important. Moi, je pense que je suis vraiment un fan de cinéma. Et je vais être honnête, je suis devenu très paresseux avec la pandémie parce que je me suis équipé d'un cinéma maison. Chez moi, puis pendant le temps qu'on ne pouvait pas aller au cinéma, les films qui sortaient au cinéma, les sortaient aussi sur Apple TV, par exemple, ou Amazon, où on pouvait les acheter ou les louer. Et j'ai pris cette habitude-là, en fait. Ouais, j'ai vraiment pris l'habitude de regarder les nouveautés directement à la maison,
dans le confort de mon sous-sol où j'ai un cinéma à la maison. Fait que j'ai pris goût, honnêtement. Mais non, j'ai une date avec mon épouse la semaine prochaine. On va aller voir des films au cinéma. Ouais. Ça va être le fun. ça risque d'être. Mais j'ai hâte, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Ça a été fermé tellement longtemps. Ouais. Mais là, ouais, j'ai hâte de pouvoir retourner voir des films. Ouais. Moi et tout, ça me manquait, les films. Là. Tu sais, pendant le confinement, t'es à la maison, puis là, tu vois un film qui sort, tu peux pas aller au cinéma avec tes amis, tu peux pas. Maison avec ton cinéma maison, à écouter avec du popcorn. Ouais, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Moi, écoute, je voyage beaucoup. Quand j'ai le privilège d'être à la maison, en famille, ça reste vraiment un bonheur, pour moi. Puis fait que je me suis vraiment équipé, en système de son, avec un écran, vraiment. Ben, c'est pas un luxe, quand ça fait partie de ton métier aussi. Des fois, on nous demande de regarder certains films, on nous demande de. Fait que pour moi, c'était plus ça, mais j'avoue que j'ai pris goût à ce confort-là. Et puis, de toute façon, en pyjama, je veux dire, ça reste. Ça reste fun. J'ai vu des super de bons films comme ça. Fait que, ouais. Mais reste que je veux encourager ce qui se fait au grand écran. Puis il y a beaucoup de films qui sont faits pour le grand écran aussi. C'est pas comme écouter une série Netflix, par exemple, que c'est le fun de l'écouter sur sa télé à la maison, là, mais je pense qu'il y a des films qui se doivent d'être vus au grand écran. Donc, ouais, ça, je me reprends là-dessus cet automne. Mais moi, je pense qu'on a fini avec nos questions. Ouais, moi, j'en ai plus. D'accord. Alors, je vais avoir fini avec mes réponses. Non, c'est pas vrai. Non, mais merci de l'invitation. Moi, merci. Ça fait plaisir. C'était le fun de te recevoir. J'aime beaucoup votre concept. On m'a envoyé l'invitation la semaine dernière, puis j'étais vraiment enchanté de pouvoir venir jaser avec vous autres. Puis, merci beaucoup de m'avoir invité. Miigwech. Jimmy Gwetch. As-tu des questions, toi? Non, toi, c'est. Dans l'ombre. T'as pas posé une question, hein, je pense. Non. Mais il écoute. C'est ça l'important. Écoutez. Tu écoutes. Il était un peu gêné, là. Fait que, c'était le fun de te recevoir. C'était vraiment le fun. Et on a aimé ça, jaser avec toi. Ben, c'est réciproque. Merci beaucoup. Puis lâchez pas, puis continuez ce que vous faites. Ouais. Merci. Merci. C'est intéressant. Bye bye. Bye. Bye.